J'étais sur le point de frapper à la porte de mes parents quand je les ai entendus dire à mon frère, « Ne t'inquiète pas pour la dette. Ta sœur s'en chargera. Elle ne refuse jamais rien à sa famille. » Je me suis retourné en silence et j'ai retiré chaque centime de mon compte. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je m'appelle Vanessa Williams, et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me trahirait de cette façon. J'ai toujours été la plus responsable, l'infirmière qui faisait des heures supplémentaires pendant la pandémie, la fille qui ne disait jamais non quand sa famille avait besoin d'aide. Ce mardi-là, je venais de recevoir une prime de 15 000 $ et j'étais impatiente de partager la nouvelle avec mes parents. J'étais sur le point de frapper à leur porte quand j'ai entendu mon père dire à mon frère Alexander, « Ne t'inquiète pas pour la dette. Nous ferons payer ta sœur. Elle ne dira jamais non à sa famille. » Ma main s'est figée en l'air et mon cœur s'est brisé. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si les histoires de trahison familiale vous mettent le sang à l'envers comme elles l'ont fait pour moi. Ayant grandi dans la banlieue de Chicago, dans une modeste maison à 2 étages avec un revêtement bleu, notre famille avait l'air parfaitement normal de l'extérieur. Mon père, Harold, travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne, ramenant à la maison un revenu stable qui nous assurait un certain confort, sans jamais nous rendre riches. Ma mère, Hélène, enseignait en CM1 à l'école primaire locale, et rentrait chaque jour avec des histoires sur ses élèves et des projets de travaux manuels recouvrant ses vêtements de paillettes. Sur le papier, nous étions la famille américaine typique de la classe moyenne. Mais sous la surface, un schéma se dessinait depuis l'enfance. Mon frère Alexander et moi étions traités différemment, d'une manière si subtile que, pendant des années, je me suis convaincu que j'imaginais des choses. Alexander a 4 ans de moins que moi, et dès sa naissance, il a semblé capturer le cœur de mes parents d'une manière que je n'ai jamais pu. Là où j'étais pratique et studieuse, Alexander était charmant et aventureux. Je suivais les règles, il les enfreignait avec un sourire qui, d'une manière ou d'une autre, lui valait le pardon au lieu d'une punition. Mes parents l'appelaient leur « esprit libre », tandis que j'étais leur « personne responsable », une étiquette qui sonne comme un compliment, mais qui est en réalité devenue un fardeau. Au lycée, j'ai maintenu d'excellentes notes, participé au volleyball et travaillé le week-end dans une pharmacie locale pour économiser pour l'université. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont contribué à hauteur de 2 000 $ pour une Toyota d'occasion avec plus de 160 000 km au compteur, mais seulement après que j'ai économisé 3 000 $ de mon propre argent. J'étais reconnaissante, bien sûr. Cette voiture représentait la liberté, et mes parents me faisaient confiance. Quand Alexander a eu 16 ans, 4 ans plus tard, mes parents l'ont surpris avec une Honda Civic flambant neuve. Aucune économie n'était requise, aucune discussion sur la responsabilité. Quand j'ai mentionné la disparité, ma mère a dit, « Tu étais si indépendante, Vanessa. Alexander a besoin de plus de soutien. » L'université a suivi le même schéma. J'ai obtenu des bourses partielles et j'ai travaillé 30 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 3,8 dans mon programme de soins infirmiers. J'ai obtenu mon diplôme avec 12 000 $ de prêts étudiants, que j'ai remboursé avec diligence en 5 ans. Alexander, quant à lui, a fréquenté une université privée coûteuse où il a changé de spécialisation 3 fois avant d'abandonner après 2 ans et demi. Mes parents ont payé la totalité de ses frais de scolarité et n'ont jamais demandé de remboursement lorsqu'il a gaspillé leur investissement. Mon parcours professionnel est resté stable. Après l'école d'infirmière, j'ai gravi les échelons, passant d'infirmière à infirmière en chef, puis à mon poste actuel de directrice des soins infirmiers à l'hôpital Chicago Memorial. J'ai fait des heures supplémentaires, je me suis porté volontaire pour les quarts de travail difficiles que personne ne voulait et je me suis forgé une réputation d'excellence. Pendant la pandémie, j'ai travaillé 60 heures par semaine, me mettant en danger tout en regardant des collègues tomber malades. L'hôpital a reconnu mon dévouement avec une promotion et la prime que j'avais reçue le jour de la conversation que j'ai entendue. La carrière d'Alexander, si l'on peut dire, consistait en une série de projets entrepreneuriaux qui ne se sont jamais concrétisés en quelque chose de substantiel. Il y a eu l'entreprise de t-shirts personnalisés qui a duré 4 mois, l'application de livraison de nourriture qu'il a abandonnée après avoir échoué à obtenir des investisseurs, et plus récemment une entreprise d'importation de produits de luxe sur laquelle il était étrangement vague. Chaque échec était amorti par le soutien financier de mes parents, expliqué comme un mauvais timing ou des expériences d'apprentissage. Bien que je reconnaisse le favoritisme, j'ai maintenu une relation étroite avec ma famille. Les dîners du dimanche chez mes parents sont restés une tradition. J'appelais ma mère plusieurs fois par semaine. Je me souvenais des anniversaires avec des cadeaux attentionnés.
La famille comptait beaucoup pour moi, et j'étais prête à fermer les yeux sur les inégalités pour préserver ces liens. À 32 ans, j'avais enfin atteint une certaine stabilité personnelle. J'ai acheté un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier décent. Mon compte d'épargne s'était accru régulièrement, car je vivais en dessous de mes moyens et je planifiais soigneusement mon avenir. Je conduisais la même voiture fiable depuis 10 ans. Ma vie n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais elle était sur quelque chose que j'avais créé grâce à des années de discipline et de travail acharné. Il y avait eu des signes avant-coureurs concernant la situation financière d'Alexander ces derniers mois, des appels téléphoniques étouffés qui se terminaient quand j'entrais dans la pièce, ma mère empruntant $2000 pour une réparation de la maison, dont je n'ai vu aucune preuve par la suite, mon père posant des questions désinvoltes sur mon salaire et mes économies. Mais j'ai ignoré ces signaux d'alarme, ne voulant pas croire que ma famille profiterait délibérément de moi. Cette conviction était sur le point d'être complètement brisée. Le jour qui a tout changé a commencé assez banalement le mardi 15 avril, jour des impôts, ironiquement approprié étant donné ce qui allait se passer. Je venais de terminer un quart de travail de 12 heures à l'hôpital, les pieds douloureux mais l'esprit élevé. Lors de notre réunion matinale du personnel, l'administrateur de l'hôpital avait annoncé des primes spéciales pour le personnel de direction qui s'était surpassé lors de la dernière vague de Covid. Quand elle a appelé mon nom et m'a présenté un chèque de $15 000, j'ai failli pleurer. Après 3 années épuisantes de soins infirmiers pendant la pandémie, cette reconnaissance m'a donné l'impression que quelqu'un reconnaissait enfin le tribut qu'elle avait exigé. Ma première pensée n'a pas été de savoir ce que j'allais m'acheter, il s'agissait de partager la nouvelle avec ma famille. Malgré notre dynamique compliquée, leur approbation comptait encore pour moi. J'ai décidé de m'arrêter chez eux en rentrant à la maison, imaginant leur visage fier et peut-être un dîner de célébration spontanée. J'ai même envisagé de proposer d'aider ma mère pour la rénovation de la cuisine dont elle parlait depuis des années. C'est ce que j'étais, toujours à penser à comment partager ma bonne fortune. Je suis arrivé chez mes parents vers 17h30, utilisant la clé de rechange pour entrer, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Maman? Papa? Il y a quelqu'un? J'ai appelé, mais je n'ai reçu aucune réponse. Leur voiture était dans l'allée, alors je savais qu'ils étaient là. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être dans le jardin à l'arrière et j'ai décidé de vérifier d'abord à l'étage. En approchant de la porte de leur chambre au bout du couloir, j'ai entendu des voix étouffées. J'étais sur le point de frapper quand la voix distincte de mon frère, avec son ton légèrement plaintif, s'est fait entendre clairement. C'est $75 000, papa. Je sais que c'est beaucoup, mais cette fois, c'est différent. Ma main s'est arrêtée en l'air. Je ne savais pas qu'Alexander était en visite aujourd'hui. La curiosité m'a cloué sur place. $75 000. La voix de mon père a monté en volume. Alexander James Wilson. C'est plus que ce que je gagne en un an. Comment as-tu pu t'endetter autant à nouveau? Le fournisseur a augmenté ses prix après que je me sois déjà engagé auprès de mes acheteurs, a déclaré Alexander. Ce n'est pas de ma faute, et maintenant ces types sont sérieux au sujet du recouvrement. Ils m'ont donné 30 jours. Quel type de fournisseurs sont ceux? A demandé ma mère, sa voix tendue d'inquiétude. Alexander, as-tu des ennuis? Non, maman. Ce ne sont que des affaires, a-t-il dit avec désinvolture. Mais j'ai besoin d'aide rapidement. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a déclaré mon père. Nous avons refinancé la maison pour couvrir ta dernière aventure, et nous remboursons encore le prêt pour la précédente. Mon estomac s'est serré. Refinancer la maison. Il ne m'avait jamais parlé de problèmes financiers. Et cette opportunité d'investissement en Floride, a suggéré ma mère. La présentation de timeshare à laquelle nous avons assisté a dit que nous pourrions récupérer notre argent en 3 ans. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas gémir à voix haute. Mes parents étaient terribles avec l'argent malgré les antécédents de comptabilité de mon père. Ils tombaient dans tous les stratagèmes pour devenir riches rapidement qui se présentaient à eux. Cela prendrait trop de temps, a déclaré Alexander. J'ai besoin de l'argent maintenant. Et Vanessa? Elle doit avoir des économies. À la mention de mon nom, je me suis rapproché de la porte. Ta sœur travaille dur pour son argent, a commencé mon père, et pendant un instant, j'ai ressenti une vague de gratitude pour sa défense. Mais ensuite, il a continué, mais oui, elle a toujours été responsable avec ses finances, et elle vient d'être promue. Elle a probablement au moins $50 000 d'économie maintenant, a ajouté ma mère. Et n'a-t-elle pas mentionné quelque chose à propos d'une prime à venir?
La gratitude s'est transformée en incrédulité. Il parlait de mon argent, argent auquel il n'avait aucun droit, comme s'il s'agissait d'une ressource familiale. Alors, nous allons lui demander de me le prêter, a déclaré Alexander. Problème résolu. Elle pourrait hésiter face à une somme aussi importante, a dit mon père lentement. Elle a posé plus de questions ces derniers temps au sujet de ses autres prêts. La voix de ma mère est tombée à un ton conspirateur que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Ne t'inquiète pas pour ça. Vanessa a toujours été une poule mouillée quand il s'agit de famille. Nous allons juste lui dire que c'est pour les frais médicaux d'Alexander ou quelque chose comme ça. C'est une infirmière. Elle comprendra les coûts des soins de santé. Ou nous pourrions lui dire que c'est pour une opportunité d'affaires dans laquelle elle pourrait investir, a suggéré Alexander, sa voix s'éclaircissant. Elle parle toujours de la planification de la retraite. Une sensation froide s'est répandue dans ma poitrine en entendant ma famille comploter pour me mentir. Quelle que soit la façon dont nous l'abordons, a dit fermement mon père, ne t'inquiète pas pour la dette, Alexander. Nous ferons payer ta sœur. Elle ne dira jamais non à sa famille. Tous les trois ont ri, le son me frappant comme des coups physiques. La bonne vieille Vanessa responsable, a ricané Alexander. Toujours là pour nettoyer mes dégâts. Elle aime se sentir utile, a ajouté ma mère. Nous allons simplement faire appel à son côté maternel. Et si elle hésite, a ajouté mon père, je lui rappellerai tout ce que nous avons fait pour elle en grandissant. La culpabilité fonctionne toujours avec Vanessa. Leurs paroles ont confirmé ce que j'avais toujours soupçonné, mais que je n'avais jamais voulu croire. Ma fiabilité n'était pas respectée, elle était exploitée. Ils ne me voyaient pas comme la femme indépendante et prospère que j'avais travaillé si dur à devenir. Ils me voyaient comme un guichet automatique avec un déclencheur de culpabilité pratique. Ma vue s'est brouillée de larmes. Une vague de nausée m'a frappé si fort que j'ai dû appuyer ma main contre le mur pour me soutenir. Mon cœur battait dans mes oreilles, noyant presque leur complot continu. Le couloir semblait tourner autour de moi alors que 32 ans de souvenirs de famille se réorganisaient en un schéma de manipulation et de favoritisme que je ne pouvais plus nier. Je me suis éloigné silencieusement de la porte, reconnaissante pour la moquette moelleuse du couloir qui étouffait mes pas. Je ne pouvais pas les affronter, pas maintenant, pas quand je me sentais si brisé. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter cette trahison. Alors que je descendais les escaliers et sortais par la porte d'entrée, la fermant avec le plus doux des clics, un étrange calme a commencé à remplacer le choc initial. Au moment où j'ai atteint ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue, la détermination avait commencé à brûler à travers la douleur. Il pensait me connaître, la Vanessa prévisible et fiable, qui disait toujours oui. Mais il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand on me poussait trop loin. Les 20 minutes de trajet jusqu'à la maison sont passées dans le flou. Je ne me souviens pas de m'être arrêté au feu de circulation ou d'avoir négocié des virages. Mon esprit a rejoué des fragments de la conversation comme un disque rayé, elle ne dira jamais non à sa famille. La bonne vieille Vanessa responsable. La culpabilité fonctionne toujours avec Vanessa. Quand je me suis finalement garé dans le garage de mon immeuble, je suis resté immobile derrière le volant, essayant de calmer ma respiration. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, « Tu viens dîner dimanche. Je fais tes lasagnes préférées. » La normalité désinvolte de la chose, sachant ce que je savais maintenant, m'a fait rire amèrement. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, tenté d'écrire ma rage, mais j'ai résisté. La pensée stratégique, et non la réaction émotionnelle, me guiderait vers l'avant. J'ai répondu par un simple mensonge, rappelé à l'hôpital pour une urgence. On s'appellera demain, puis j'ai désactivé les notifications et je suis entré dans mon appartement. L'espace que j'avais toujours trouvé si réconfortant, avec ses murs bleus doux et ses meubles soigneusement choisis, me semblait maintenant être le seul endroit sûr dans mon monde. J'ai enlevé mes chaussures et me suis affalé sur le canapé, permettant enfin aux larmes de venir. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, elles brûlaient aussi de colère. Alors que le choc initial s'est atténué, mon esprit analytique a commencé à cataloguer l'aide financière que j'avais apportée à ma famille auparavant. Il y avait les $5 000 pour le voyage de mes parents à Hawaï pour leur 30e anniversaire, un prêt jamais remboursé, $3 000 pour les réparations de la voiture d'Alexander après son accident, dont j'ai découvert plus tard qu'il s'était produit alors qu'il conduisait en état d'ébriété, $7 000 pour le remplacement du toit de mes parents, qui couvrait mystérieusement exactement le montant des frais de scolarité impayés d'Alexander lors de sa deuxième tentative ratée à l'université. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert une feuille de calcul,
documentant méthodiquement chaque dollar dont je pouvais me souvenir avoir donné à ma famille au cours des 10 dernières années. Le total m'a rendu physiquement malade, 48 600 $. Près de 50 000 $ que je ne reverrai jamais, alors que je faisais des heures supplémentaires et vivais frugalement. Le schéma était indubitable une fois que je l'ai vu présenté en ligne et en colonne. Chaque demande était accompagnée d'un langage de crise. Chaque fois, j'avais été félicité pour avoir été d'une telle aide et l'on m'avait promis un remboursement. Chaque fois, le remboursement était commodément oublié jusqu'à ce que je l'évoque, pour ensuite me faire sentir mesquine de le mentionner. La famille est de la famille, disait ma mère si je demandais un remboursement. Quand tu auras besoin de quelque chose un jour, nous serons là pour toi. Mais maintenant, j'ai compris la vérité. Le soutien ne circulait que dans un seul sens, vers Alexander et l'aide que mes parents lui apportaient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance totale. Jessica, tu peux parler? Il s'est passé quelque chose. Jessica Andrew était ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière. Contrairement à moi, elle venait d'une famille qui respectait les limites et célébrait son indépendance. Elle avait remis en question le traitement que ma famille me réservait à plusieurs reprises au fil des ans, mais je les avais toujours défendus. Qu'est-ce qui ne va pas, Van? Tu as l'air terrible. L'inquiétude de Jessica a traversé le téléphone. Pendant l'heure suivante, j'ai tout déballé, la conversation que j'avais entendue, la manipulation prévue, l'histoire de l'exploitation financière. Jessica a écouté sans interrompre, ne faisant qu'occasionnellement des bruits d'indignation. Je déteste dire « je te l'avais dit », a-t-elle finalement dit quand j'ai terminé, mais je les regarde profiter de toi depuis des années. Tu te souviens quand ta voiture est tombée en panne l'hiver dernier, et tu as demandé s'il pouvait t'aider pour le remorquage? Et ton père a dit qu'ils étaient un peu serrés en ce moment? C'était la même semaine qu'ils ont acheté à Alexander cette veste en cuir coûteuse pour Noël. J'ai trouvé des excuses pour eux, ai-je admis. Je pensais que si j'étais assez utile, assez serviable, ils m'apprécieraient comme ils l'apprécient. Chérie, ils apprécient ce que tu peux leur donner, pas qui tu es. Et ce n'est pas ta faute. Tu as été conditionné depuis l'enfance à être la personne responsable, celle qui prend soin des autres. Ils exploitent ton bon cœur. Ces mots ont frappé juste avec une précision douloureuse. J'avais passé ma vie à essayer de gagner le même amour inconditionnel qu'il donnait librement à Alexander. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. D'abord, tu te protèges, a dit fermement Jessica. Déplace ton argent quelque part où ils ne peuvent pas y accéder. Crée une documentation de tous ces prêts passés. Et pour l'amour de Dieu, ne leur donne pas un autre centime. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à examiner les relevés bancaires et à rassembler des preuves des transactions financières passées. Le sommeil était impossible. Chaque souvenir de famille s'est rejoué avec un nouveau contexte, ma mère me félicitant d'être si mature au sujet de l'argent tout en me mettant en place comme la banque familiale, mon père disant fièrement à ses amis le succès de ma carrière tout en calculant mon potentiel de gain pour le bénéfice d'Alexander. Au matin, l'épuisement s'était transformé en détermination. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec ma tenue la plus professionnelle et je me suis préparé à reprendre le contrôle de ma vie. L'infirmière qui avait dirigé une unité de soins intensifs pendant une pandémie n'allait plus se faire manipuler par sa famille. Au moment où la Valley Crédit Union a ouvert ses portes à 9 h du matin, je l'attendais à la porte. J'avais soigneusement choisi ma tenue, une jupe crayon anthracite et un chemisier bordeaux qui projetaient confiance et compétence. L'agent de sécurité a fait un signe de tête respectueux en déverrouillant l'entrée, et je me suis dirigé directement vers le comptoir du service à la clientèle. Je dois parler immédiatement à un conseiller financier personnel, ai-je dit à la réceptionniste. C'est au sujet de la sécurité du compte. En quelques minutes, j'étais assise en face de Stéphanie Miller, une conseillère financière avec un carré strict et des yeux perspicaces qui m'évaluait attentivement. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Williams ?» a-t-elle demandé. « Je dois sécuriser mes finances contre un accès non autorisé potentiel », ai-je expliqué, gardant ma voix stable malgré l'émotion qui bouillonnait sous la surface. J'aimerais ouvrir de nouveaux comptes auxquels personne dans ma famille ne peut potentiellement accéder et transférer mes fonds immédiatement. Si Stéphanie était curieuse de connaître l'urgence, elle ne l'a pas montré. Au lieu de cela, elle m'a efficacement guidé à travers le processus d'ouverture de nouveaux comptes avec des fonctions de sécurité améliorées, des comptes dont mes parents ne pourraient absolument pas deviner les mots de passe ni se frayer un chemin pour y accéder en prétendant qu'il y avait une urgence. J'aimerais aussi revoir qui est inscrit comme bénéficiaire sur tous mes comptes, ai-je ajouté,
réalisant que j'avais probablement inscrit mes parents ou Alexander il y a des années. 2 heures plus tard, j'ai quitté la caisse populaire avec mes économies, y compris ma récente prime, en sécurité dans de nouveaux comptes. J'avais également retiré ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit, ce que j'avais fait il y a des années quand elle avait prétendu qu'elle en avait besoin juste pour les urgences. La petite empreinte en forme de carte s'était estompée dans mon portefeuille, où je portais cette carte de crédit depuis 7 ans, la utilisant rarement moi-même parce que ma mère faisait occasionnellement des achats qui mettaient ma limite de crédit à rude épreuve. Mon prochain arrêt était le bureau de Diana Patel, une conseillère financière que Jessica avait recommandée. Le bureau de Diana était chaleureux mais professionnel, avec des références affichées avec goût sur le mur et un bureau sans désordre. Jessica a mentionné que vous aviez besoin d'une orientation financière urgente, a déclaré Diana après les présentations. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai partagé une version condensée de ma situation. Malheureusement, ce n'est pas rare, a déclaré Diana avec sympathie. L'exploitation financière familiale se produit plus souvent que les gens ne le réalisent. Créons un plan complet pour protéger vos actifs. Au cours des 3 heures suivantes, Diana m'a aidé à documenter chaque prêt que j'avais consenti à ma famille, avec les dates, les montants et toute preuve que j'avais. Nous avons discuté du concept juridique des billets à ordre et de la façon dont, sans eux, mon aide financière antérieure serait probablement considérée comme un don aux yeux de la loi. À l'avenir, si vous décidez d'aider financièrement votre famille à nouveau, nous créerons la documentation appropriée, a expliqué Diana, mais d'après ce que vous m'avez dit, je vous déconseille fortement de leur fournir une aide financière supplémentaire. Diana m'a également aidé à rédiger un document sur les limites financières, une déclaration claire de ce que je ferai et ne ferai pas en matière d'argent et de famille. Ce n'était pas juridiquement contraignant, mais le fait de l'écrire a renforcé ma détermination. En fin d'après-midi, j'étais mentalement épuisé mais je me sentais plus autonome que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis arrêté dans un café local pour un déjeuner tardif, en revoyant les déclarations de limites que j'avais créées avec Diana. Je ne fournirai pas de prêts ou de cadeaux supérieurs à $100 aux membres de ma famille. Toute aide financière doit être documentée avec des conditions de remboursement. Je ne co-signerai pas de prêt et ne donnerai pas accès à mon crédit. Je ne discuterai pas de détails spécifiques concernant mes revenus, mon épargne ou ma planification financière avec ma famille. Je me réserve le droit de dire non à toute demande financière sans explication. En lisant ces simples déclarations, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Pendant des années, j'avais fonctionné selon des règles familiales tacites qui leur donnaient droit à mes ressources. Maintenant, je créais mes propres règles. Mon téléphone avait vibré périodiquement tout au long de la journée, 5 appels manqués de ma mère, 2 de mon père et un texto d'Alexander me demandant si je venais dîner dimanche parce qu'il avait de grandes nouvelles à partager. La mise en scène transparente me rendait à la fois triste et en colère. Ce soir-là, j'avais un rendez-vous virtuel avec le Dr Carter, un thérapeute que je voyais occasionnellement depuis le début de la pandémie. Je n'avais pas prévu de parler des problèmes familiaux, nos séances portaient généralement sur le stress au travail, mais les révélations d'aujourd'hui se sont déversées sur moi. Ce que vous décrivez est un système familial qui vous a désigné comme la personne responsable, le sauveteur, a expliqué le Dr Carter. Ces rôles s'établissent tôt et peuvent être très difficiles à changer parce que tous les membres du système résistent au changement, souvent inconsciemment. Donc ils se battront contre moi sur ce point, ai-je dit. Presque certainement, a-t-elle confirmé. Attendez-vous à des culpabilisations, de la colère, des accusations selon lesquelles vous êtes égoïste ou que vous avez changé. Il pourrait même suggérer que vous traversez une crise de santé mentale. Tout cela est prévisible lorsque quelqu'un change la dynamique d'un système dysfonctionnel. Le Dr Carter m'a aidé à répéter les réponses aux tactiques de manipulation que ma famille emploierait probablement. Pour la culpabilisation, je comprends que vous êtes déçu, mais j'ai besoin de prendre des décisions financières qui correspondent à mes objectifs. Pour la colère, je vois que vous êtes contrarié. Nous pouvons continuer cette conversation quand tout le monde sera plus calme. Pour les accusations, je prends des décisions qui sont bonnes pour moi. Je n'ai pas besoin de les justifier. À la fin de notre séance, je me sentais mentalement préparé pour le dîner de dimanche. Plutôt que d'annuler, j'ai décidé d'y assister comme prévu. Je voulais observer leur tactique de manipulation avec ma nouvelle conscience. Je voulais voir s'ils allaient réellement tenter d'exécuter le plan que j'avais entendu. Rappelez-vous, a dit le Dr Carter avant que nous ne terminions l'appel, changer les schémas prend du temps et de la constance. Il y aura des moments où votre détermination s'affaiblira. C'est normal. Revenez simplement à vos limites.
J'ai passé le samedi à renforcer mon système de soutien, en appelant des amis que j'avais négligés en privilégiant les obligations familiales. J'ai nettoyé mon appartement, j'ai fait de l'exercice au gymnase et je me suis préparé mentalement à ce qui allait arriver. La colère s'était transformée en une détermination froide. Je n'allais pas exploser sur ma famille, cela ne ferait que confirmer leur récit potentiel selon lequel j'étais irrationnel. Au lieu de cela, je serais calme, clair et immanipulable. Le dimanche est arrivé avec un nœud de tension dans mon estomac mais de la clarté dans mon esprit. En me rendant chez mes parents, je me suis rappelé la vérité. Je ne suis pas responsable des dettes d'Alexander. Je ne suis pas obligé de sacrifier ma sécurité financière pour quelqu'un qui ne ferait pas de même pour moi. Et surtout, dire non ne fait pas de moi une mauvaise fille ou sœur, cela fait de moi un adulte en bonne santé avec des limites appropriées. Je suis arrivé chez mes parents à 17 heures précises, la même heure à laquelle j'étais arrivé pour d'innombrables dîners du dimanche auparavant. Pourtant, tout était différent. La maison bleue familière avec son jardin soigné ressemblait maintenant à un décor de théâtre, une façade cachant la manipulation qui s'était déroulée derrière ces murs pendant des décennies. J'ai remarqué des détails que j'avais négligés auparavant, les nouveaux meubles de patio qui avaient dû coûter au moins $2000, l'éclairage paysager récemment installé, les nouvelles boucles d'oreilles en diamant de ma mère qui brillaient lorsqu'elle a ouvert la porte. Aucun de ces achats ne correspondait à leurs affirmations de difficultés financières lorsqu'ils avaient besoin de m'emprunter de l'argent. Vanessa, ma mère m'a enveloppé dans une étreinte qui a duré trop longtemps, son parfum étant envahissant. Tu nous as manqué l'autre jour. Les urgences à l'hôpital sont si imprévisibles, n'est-ce pas? Son ton contenait le mélange parfait de sympathie et d'admiration, une tactique de manipulation que je reconnaissais maintenant. Elle établissait mon identité de fille travailleuse et abnégée avant la demande financière. Nature du travail, ai-je répondu de manière neutre, en lui tendant la bouteille de vin que j'avais apportée, pas la marque chère que je choisissais habituellement pour les impressionner, mais une option de milieu de gamme, une petite limite active. Mon père est sorti de son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Voici notre professionnel de la santé. Comment la vie à l'hôpital vous traite-t-elle? Il m'a brièvement serré dans ses bras, puis a ajouté avec une désinvolture calculée, des nouvelles de carrière intéressantes récemment. La pêche aux informations sur ma prime était si transparente maintenant que je la voyais clairement. Rien de spécial, ai-je menti avec douceur. Même défi, jour différent. La légère déception dans ses yeux a confirmé mes soupçons. Alexander est-il déjà là, ai-je demandé en me dirigeant vers le salon. Il est un peu en retard, a répondu ma mère. Tu connais ton frère, toujours tellement de fer au feu. J'ai hoché la tête, en pensant au fer qui avait créé sa dette de $75 000. Je vais t'aider dans la cuisine, ai-je offert, reprenant mon rôle habituel tout en observant tout avec de nouveaux yeux. Dans la cuisine, l'épreuve de leur déconnexion financière continuait. Un nouveau batteur sur socle était posé sur le comptoir, avec encore l'étiquette de prix partiellement visible, $399. Des ingrédients de première qualité bordaient les comptoirs, huile d'olive italienne importée, fromage de spécialité, légumes biologiques. Mes parents avaient toujours vécu un peu au-dessus de leurs moyens, mais maintenant je me demandais dans quelle mesure ce style de vie avait été subventionné par mes prêts. Alexander est arrivé avec 45 minutes de retard, entrant avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il sera pardonné de tout. La circulation était folle, a-t-il annoncé sans s'excuser. Il portait un jean de marque et un blazer décontracté qui coûtait probablement plus que toute ma tenue. À son poignet brillait une montre que j'ai reconnue comme étant une Tag Heuer, d'une valeur de facilement $4000. Tant pis pour sa situation de dette désespérée. Il m'a serré dans ses bras d'un seul bras, un geste performatif qui n'impliquait jamais d'affection réelle. Comment va ma grande sœur, l'héroïne de la santé? La légère en face sur grande l'était une autre pique subtile. À 32 ans, j'avais 4 ans de plus, mais aussi environ 20 livres de plus que son corps sculpté par le gymnase. Je vais bien, ai-je répondu, en l'étudiant ouvertement. Belle montre. Un éclair de quelque chose aux culpabilités? Agacement a traversé son visage avant que son charme ne reprenne le dessus. Cette vieille chose? Je l'ai depuis des lustres. Mensonge. Le style n'était sorti qu'il y a 3 mois. Je le savais parce qu'un médecin avec qui je travaillais avait la même et avait mentionné son achat récent. Le dîner s'est déroulé avec un courant sous-jacent de tension que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ma mère a servi ses lasagnes signature, mes préférées, comme promis, tout en émaillant la conversation de commentaires sur la loyauté et le soutien de la famille.
C'est ce qui rend les Williams si spéciaux, a-t-elle dit, en remplissant les verres à vin. Nous nous soutenons toujours les uns les autres, quoi qu'il arrive. Mon père a orienté la conversation vers les finances avec une subtilité étudiée. L'hôpital doit bien se porter, malgré tout. J'ai lu que les salaires des professionnels de la santé sont à un niveau record, il s'est arrêté, puis a ajouté, surtout pour les postes de direction. J'ai pris une petite bouchée de lasagne, ne goûtant plus la nourriture que j'aimais autrefois. Certaines organisations se portent mieux que d'autres. La mienne a subi des coupes budgétaires. Alexander s'est lancé, préparant son jeu en parlant de finances, j'ai exploré une incroyable opportunité d'investissement. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme étudié. C'est dans la crypto-monnaie, une offre spéciale de prélancement qui n'est disponible que pour des investisseurs sélectionnés. J'ai hoché la tête, attendant le discours. La mise minimale est de 50 000 $, a-t-il poursuivi, mais les rendements prévus sont incroyables, 3 à 5 fois l'investissement en 6 mois. Cela semble trop beau pour être vrai, ai-je remarqué avec douceur. C'est ce que j'ai pensé, s'est exclamé ma mère, mais Alexander a fait ses recherches. Il nous a montré, à ton père et à moi, toutes les projections. Mon père s'est raclé la gorge. Nous pensions créer un fonds d'investissement familial, en combinant nos ressources pour profiter de cette opportunité. Et là, elle était, la demande, enveloppée sous l'apparence de profiter à tout le monde plutôt que de renflouer Alexander. Parlez-moi davantage de cet investissement, dis-je en posant ma fourchette. Qui est l'entreprise? Quel est son bilan? La confiance d'Alexander vacilla légèrement. C'est un placement privé, très exclusif. L'entreprise s'appelle Futurecoin Technologies. Et son historique? Depuis combien de temps sont-ils en activité? Ils sont nouveaux, mais les fondateurs viennent d'entreprises établies, dit-il vaguement. Quelles entreprises? Je devrais vérifier mes notes pour les noms spécifiques. J'acquiesçai, en prenant une gorgée d'eau. Et la dette de 75 000 $ que tu dois rembourser. Est-ce lié à cet investissement? Le silence qui s'abattit sur la salle à manger fut absolu. La fourchette de ma mère s'entrechoqua contre son assiette. Le visage de mon père se vida de sa couleur. L'expression d'Alexander passa du choc à la colère. Comment as-tu, commença-t-il. J'ai tout entendu, dis-je calmement. Mardi après-midi, je suis venu partager de bonnes nouvelles. J'étais devant la porte de ta chambre quand vous discutiez de la façon de me manipuler pour que je paie les dettes d'Alexander. Ma mère se reprit la première. Vanessa, tu as mal compris ce que tu as entendu. Nous étions justes? Je n'ai rien mal compris, interrompis-je, ma voix ferme. Papa a dit, et je cite, ne t'inquiète pas pour la dette, Alexander. Nous ferons payer ta sœur. Elle ne dira jamais non à sa famille. Ensuite, vous avez tous ri du fait que je suis une personne responsable et facile à manipuler. Tu as écouté aux portes d'une conversation privée, tempêta mon père, essayant de rejeter la faute. J'étais sur le point de frapper quand je vous ai entendu comploter pour me mentir, le corrigeai-je. Maman a suggéré de me dire que c'était pour des frais médicaux. Alexander a pensé que le présenter comme une opportunité d'investissement me plairait davantage. Je me tournai vers mon frère, comme celui que tu viens d'inventer. Le beau visage d'Alexander se tordit d'une rage laide. Tu as toujours cru être bien meilleur que moi, n'est-ce pas? Vanessa la parfaite avec sa carrière d'infirmière et son mode de vie responsable. Je ne pense pas être meilleur que toi, répondis-je. Je refuse juste d'être ton fonds de sauvetage personnel plus longtemps. Après tout ce que nous avons fait pour toi, pleura ma mère, les larmes lui montant aux yeux. La performance était impressionnante, mais n'était plus efficace. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, demandai-je doucement. J'ai travaillé pendant mes études. J'ai payé ma propre scolarité. J'ai acheté ma propre voiture et ma propre maison. Pendant ce temps, vous avez tout donné à Alexander tout en me prenant. La stratégie de mon père se tourna vers la minimisation. Tu exagères. C'était juste une conversation, pas une conspiration. Les familles discutent de finances. Les familles ne complotent pas pour s'exploiter les unes les autres, rétorquai-je. Et il ne s'agit pas seulement de mardi. J'ai calculé combien d'argent j'ai prêté à cette famille au cours des 10 dernières années. Près de 50 000 $ qui n'ont jamais été remboursés. Alexander renifla. C'est ce que fait la famille. Non, dis-je fermement. C'est ce que font les complaisants et les profiteurs, et j'en ai fini avec les deux rôles.
Je me levai, surprise de voir à quel point je me sentais calme. J'ai transféré mon argent là où vous ne pouvez pas y accéder. J'ai documenté chaque prêt que personne d'entre vous n'a remboursé, et j'établis des limites claires à l'avenir. Tu abandonnerais ta famille pour de l'argent, exigea ma mère, sa manipulation passant à sa forme finale, remettant en question mon caractère moral. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je. Il s'agit de respect et d'honnêteté, que vous ne m'avez montré ni l'un ni l'autre. Vous êtes prêt à me mentir en face et à rire dans mon dos. Ce n'est pas ça, la famille. Alors c'est tout, ricana Alexander. Tu t'en vas. Je m'éloigne de l'exploitation, clarifiai-je. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, elle sera fondée sur le respect mutuel, pas sur ce que je peux vous donner. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Tu es ridicule et ingrate. Après tout, nous nous sommes sacrifiés pour toi. C'est un sacrifice, rétorquai-je. Une chose que tu as faite pour moi que tu n'as pas faite 2 fois plus pour Alexander. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun exemple ne vint. Je pris mon sac à main et me dirigeai vers la porte, me retournant une dernière fois. Je vous aime tous. Cela n'a pas changé. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Lorsque vous serez prêt à avoir une relation honnête, je serai là. D'ici là, je prends soin de moi. Je sortis, refermant doucement la porte derrière moi. Dans ma voiture, je pris une profonde inspiration, surprise par la légèreté que je ressentais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'étais défendu contre les personnes qui m'avaient appris à faire passer leurs besoins en premier. Cela faisait mal, oui, mais sous la douleur se trouvait quelque chose de nouveau et de précieux, le respect de soi. Le barrage a commencé avant même que je n'arrive à la maison. Mon téléphone a sonné avec des SMS de ma mère, alternant entre les voyages de culpabilité, je n'arrive pas à croire que tu nous ferais du mal comme ça, et les tentatives de minimiser ce qui s'était passé, tu as complètement mal compris tout. L'approche de mon père était plus directe. Des messages vocaux dans sa voix d'expert comptable sévère expliquant que le soutien financier de la famille était tout à fait normal et que je réagissais de manière excessive à la dynamique familiale standard. Les messages d'Alexander oscillaient sauvagement entre les menaces, tu vas regretter de tourner le dos à ta famille, et les excuses, je suis désolé si tu l'as ressenti de cette façon, mais j'ai vraiment besoin d'aide. La transparence de la manipulation était presque risible maintenant que je pouvais la reconnaître. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai versé un verre de vin, j'ai pris un bain et je me suis permis de ressentir les émotions complexes qui me traversaient, le deuil de la relation familiale que je pensais avoir, la colère face à des années d'exploitation et, sous tout cela, un sentiment croissant de libération. Lundi matin, la stratégie de communication s'était intensifiée. Ma mère avait appelé ma cousine Danielle, ma tante Maria et même ma grand-mère âgée pour les enrôler afin de me faire pression. Tante Maria a appelé alors que je me préparais pour le travail. Vanessa, ta mère est absolument bouleversée, commença-t-elle sans préambule. Elle dit que tu as eu une sorte de crise lors du dîner d'hier et que tu as accusé la famille de choses terribles. J'ai pris une profonde respiration, me souvenant des conseils du docteur Carter sur le fait de rester calme. Ce n'est pas ce qui s'est passé, tante Maria. Je les ai surpris en train de planifier de me manipuler pour que je paie les dettes d'Alexander. Quand je les ai confrontés, ils ne l'ont pas nié. Eh bien, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, dit-elle avec désinvolture. Ta mère a dit qu'ils discutaient juste des finances familiales, et tu l'as pris personnellement. A-t-elle mentionné qu'Alexander a besoin de 75 000 $ ou qu'il riait du fait que je ne dirais jamais non à la famille? Tante Maria a fait une pause. 75 000 $? Ce n'est pas possible. C'est le cas. Et ce n'est pas la première fois qu'il m'utilise comme fonds de sauvetage personnel d'Alexander. Autre pause. Écoute, je sais qu'Alexander a eu ses difficultés. Mais tes parents ne profiteraient jamais intentionnellement de toi. Ils t'aiment. Je crois qu'ils m'aiment à leur manière, ai-je reconnu, mais ils m'utilisent financièrement depuis des années. Je me contente de fixer des limites maintenant. Limites, répéta-t-elle, comme si le mot était étranger. Vanessa, il n'y a pas de limite dans la famille. La famille, c'est être là les uns pour les autres quoi qu'il arrive. Même quand c'est à sens unique, même quand cela implique des mensonges et de la manipulation, ai-je demandé. Ma tante a dit lourdement, tu as toujours été si indépendante, si différente du reste d'entre nous. C'est peut-être pour ça que tu ne comprends pas comment fonctionnent les familles. Ces mots étaient destinés à me faire sentir comme l'étrangère, celle qui a le problème.
Il y a une semaine, ils auraient pu marcher. Aujourd'hui, ils ont simplement confirmé que je prenais la bonne décision. Je comprends exactement comment fonctionne notre famille, ai-je dit doucement. C'est pourquoi je change mon rôle dedans. Tout au long de la semaine, j'ai découvert des informations plus troublantes. Ma cousine Diana, qui travaille à la banque où mes parents ont leur compte, m'a appelé en privé. Je ne devrais pas te dire ça, chuchota-t-elle au téléphone. Mais après ce que tu as dit à tante Maria, j'ai pensé que tu devrais le savoir. Tes parents ont contracté une deuxième hypothèque il y a 3 mois. Le montant était exactement de 75 000 $. Les pièces se sont mises en place. Ils ont déjà payé la dette d'Alexander. On dirait bien. Et d'après ce que je peux voir, ils ont du mal à effectuer les paiements. Le compte de retraite de ton père montre également plusieurs retraits. La révélation aurait dû me mettre en colère. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde tristesse. Mes parents avaient risqué leur sécurité de retraite pour Alexander une fois de plus, et ils avaient prévu de récupérer l'argent auprès de moi plutôt que de le tenir responsable. Grâce à des conversations attentives avec les membres de la famille, j'ai reconstitué davantage la vérité. Le commerce d'importation d'Alexander était une couverture. En réalité, il avait accumulé d'énormes dettes de jeu auprès de personnes dangereuses à Atlantic City. L'opportunité d'investissement était entièrement fictive, une histoire créée pour me soutirer de l'argent. La pression s'est intensifiée au fil de la semaine. Mon père a appelé mon superviseur à l'hôpital, affirmant qu'il s'inquiétait de ma santé mentale et de mon comportement inhabituel, une tentative flagrante de saper ma crédibilité. Heureusement, ma réputation professionnelle était solide, et la tentative s'est retournée contre lorsque mon superviseur m'en a parlé avec sympathie. L'éloignement familial est plus courant qu'on ne le pense, m'a-t-elle dit lors de notre réunion hebdomadaire. Mon frère et moi ne nous sommes pas parlé pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il se fasse soigner pour sa dépendance. Parfois, la distance est le choix le plus sain. Son soutien m'a rappelé que je n'étais pas seul dans cette expérience. Sur la suggestion de Jessica, j'ai rejoint un groupe de soutien en ligne pour les adultes confrontés à des familles financièrement exploiteuses. Les histoires partagées là-bas reflétaient ma propre expérience avec une similitude étrange. Mes parents ont réhypothéqué leur maison 3 fois pour renflouer mon frère, a écrit une femme. Quand ils ont épuisé leurs capitaux propres, ils se sont tournés vers moi. Quand j'ai refusé, ils ont dit à toute la famille élargie que je les abandonnais au moment de leurs besoins. Ces histoires ont renforcé ma détermination alors que j'endurais des tactiques de plus en plus désespérées de ma famille. Alexander s'est présenté sur mon lieu de travail, créant une scène dans le hall jusqu'à ce que la sécurité l'escorte. Ma mère a laissé des messages vocaux remplis de larmes décrivant comment elle ne pouvait ni dormir ni manger à cause de ma cruauté. Mon père alternait entre des conférences sévères sur l'obligation familiale et des menaces à peine voilées d'être rayées de leur testament. 10 jours après la confrontation, j'ai reçu leur ultimatum sous la forme d'un SMS de groupe, « Vanessa, nous t'avons donné le temps de reconsidérer ta position irrationnelle. La situation d'Alexander est critique. En tant que famille, tu as la responsabilité d'aider. Si tu choisis de ne pas contribuer à la résolution de cette crise familiale, nous devrons reconsidérer ta place dans cette famille. Le choix t'appartient. » J'ai lu le message plusieurs fois, sentant un étrange calme s'installer en moi. Ils tentaient leur dernière et la plus puissante manipulation, menaçant de rejet complet à moins que je ne me conforme. Dans le passé, cette menace implicite avait toujours plané sous leurs demandes, me rendant anxieuse de leur plaire à tout prix. Maintenant, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, un chantage émotionnel. J'ai composé ma réponse avec soin. Je vous aime tous et j'espère une guérison dans notre relation. Cependant, je ne fournirai pas d'aide financière. Je respecte votre droit de faire vos propres choix concernant notre relation à l'avenir. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de messages de colère, mais je ne les ai pas lus. Au lieu de cela, j'ai bloqué leur numéro temporairement, me donnant l'espace nécessaire pour continuer à guérir sans agression émotionnelle constante. Le choix qu'ils avaient présenté, la conformité ou le rejet, était une fausse dichotomie. Je choisissais une troisième option, des limites saines et le respect de soi. Ce soir-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines, n'étant plus déchiré entre la loyauté familiale et la préservation de soi. Le chemin à suivre serait difficile, mais il était clair. Et dans cette clarté, j'ai trouvé une liberté inattendue. 6 mois peuvent tout changer. Alors que les feuilles d'automne transformaient Chicago en une toile d'orange et d'or, j'étais assise sur mon balcon avec une tasse de chocolat chaud,
réfléchissant à combien de choses avaient changé depuis ce soir d'avril où j'avais surpris la trahison de ma famille. Le changement le plus évident était le silence. Après 3 mois de siège émotionnel, appels, SMS, parents enrôlés, même une embuscade remplie de larmes à mon épicerie préférée, ma famille avait finalement accepté que ces tactiques habituelles ne fonctionneraient pas. La communication constante s'était réduite à des messages formels occasionnels, une carte d'anniversaire de ma mère sans note personnelle, un email de groupe concernant les plans de Thanksgiving auxquels je n'étais pas spécifiquement invité. Le silence m'a fait mal au début. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, pleurant la connexion familiale que j'avais tant valorisée. Mais peu à peu, le silence a créé un espace pour la guérison et la croissance. Sans la ponction constante de leurs exigences émotionnelles et financières, j'ai trouvé de l'énergie pour d'autres relations et activités. Mon condo, autrefois juste un endroit pour dormir entre les quarts de travail à l'hôpital et les obligations familiales, est devenu un véritable sanctuaire. J'ai repeint le salon dans une chaude terre cuite, j'ai accroché des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de correspondre au goût de ma mère, et j'ai adopté un chat de sauvetage nommé Luna qui m'accueillait avec des ronronnements affectueux quand je revenais du travail. Sur le plan professionnel, je me suis épanoui sans le sous-courant de stress familial. 3 mois après notre confrontation, j'ai été promue directrice des soins infirmiers pour toute la division des soins intensifs, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'une plus grande influence sur les protocoles de soins aux patients. La réussite était la mienne, pas quelque chose que je devais minimiser avec Alexander ou mettre à profit pour l'approbation de la famille. Le développement le plus surprenant est survenu au début du mois d'octobre, lorsque mon père a subi une crise cardiaque mineure. J'ai appris cela par ma cousine Diana, et non par mes parents directement. Après un moment d'hésitation, je suis allé à l'hôpital, non pas par obligation, mais par compassion. Mon père avait l'air plus petit dans le lit d'hôpital, vulnérable d'une manière que je ne l'avais jamais vu. Quand je suis entré dans sa chambre, ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Vanessa, dit-il d'une voix rauque. Tu es venue ? » J'ai acquiescé, prenant la chaise à côté de son lit. « Comment te sens-tu ? » Comme si un éléphant était assis sur ma poitrine, admis-il. Mais ils disent que j'ai eu de la chance. Pas de dégâts majeurs. Nous sommes restés assis dans un silence gêné pendant plusieurs minutes avant qu'il ne reprenne la parole, sa voix exceptionnellement hésitante. Le médecin qui m'a soigné a dit que le stress était un facteur contributif. Il fit une pause, fixant le plafond. Stress financier. J'ai attendu, sans lui offrir le réconfort automatique que j'aurais donné dans le passé. Les dettes d'Alexander, continua-t-il. Elles étaient pires que nous ne te l'avons dit. Les 75 000 $ n'étaient que le début. Il y avait 100 000 $ de plus dont nous n'avons pas parlé. Le montant m'a choqué, mais j'ai gardé une expression neutre. Je suis désolé d'entendre ça. Nous avons dû vendre la propriété de vacances dans le Michigan, dit-il, celle où nous allions prendre notre retraite. Et les antiquités des parents de ta mère, toujours pas assez. Qu'est-il arrivé à Alexander, ai-je demandé. Le visage de mon père a vieilli d'une décennie de plus en répondant. Il a disparu, a quitté la ville il y a environ un mois. Il a dit qu'il avait une autre opportunité en Californie, et ses dettes nous ont laissés pour nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu les yeux de mon père se remplir de larmes. Tu avais raison, Vanessa. Nous l'avons aidé. Nous lui avons manqué en ne fixant jamais de limites. Et nous t'avons manqué en attendant de toi que tu nettoies notre gâchis. Les excuses, bien qu'incomplètes, étaient plus que ce que j'avais prévu. Elles n'ont pas effacé la douleur ni pleinement reconnu le schéma d'exploitation, mais c'était un début. Je ne peux pas régler ça financièrement, ai-je dit doucement. Même si je le voulais, cela n'aiderait pas Alexander à long terme. Je sais, dit mon père, me surprenant. Ce n'est pas pour ça que je te dis ça. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que nous avons fait, à quel point c'était injuste. Ma mère n'a jamais atteint le même niveau de perspicacité. Quand elle est arrivée à l'hôpital et m'a trouvé là, sa réponse a oscillé entre une gratitude larmoyante pour ma présence et des allusions subtiles à leur situation financière. Le schéma de manipulation de toute une vie ne pouvait pas être brisé en une seule journée. Mais j'ai maintenu mes limites avec une cohérence calme. Je suis ici pour un soutien émotionnel, lui ai-je dit clairement, pas pour une aide financière. Au cours des mois suivants, j'ai établi un contact prudent et limité avec mes parents. Les dîners du dimanche ont été remplacés par des déjeuners occasionnels dans des lieux publics avec des limites de temps claires. J'ai détourné les questions financières personnelles et j'ai changé de sujet lorsque le nom d'Alexander a été mentionné,
ce qui était fréquent. Pendant ce temps, mon propre réseau de soutien s'est épanoui. Jessica est restée mon alliée inébranlable, célébrant mes limites et mes progrès. Mes séances de thérapie avec le Dr Carter ont continué, se concentrant sur la reconstruction de mon identité distincte de mon rôle de soignante familiale. J'ai noué des liens plus profonds avec des collègues et renoué avec de vieux amis que j'avais négligés en donnant la priorité aux exigences de la famille. La connexion la plus inattendue est venue du groupe de soutien pour l'exploitation financière familiale. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui comprenaient exactement ce que j'avais vécu. Ensemble, nous avons formé un groupe local en personnes qui se réunissaient tous les mois pour prendre un café et discuter. Ces inconnus devenus amis ont fourni une validation et une perspective que ma famille biologique n'aurait jamais pu fournir. Dans un moment d'inspiration, j'ai travaillé avec 2 membres du groupe pour créer un atelier pour le programme d'éducation communautaire de l'hôpital, Limites financières et dynamique familiale. La première session a fait le plein, révélant combien de personnes luttaient avec des problèmes similaires, mais n'avaient jamais trouvé de langage ou de soutien pour eux. Debout devant cette salle de classe, partageant mon expérience pour aider les autres, j'ai ressenti un sentiment de but qui transcendait la douleur de l'éloignement familial. Mon histoire, aussi difficile soit-elle, pouvait servir de lampe de poche pour d'autres qui cherchaient leur chemin à travers des ténèbres similaires. Aujourd'hui, alors que je regarde Luna chasser les feuilles tombées sur mon balcon, je réfléchis au voyage complexe des 6 derniers mois. La famille dans laquelle je suis né ne comprendra ou ne respectera peut-être jamais pleinement mes limites. Alexander reste absent, envoyant occasionnellement à mes parents des demandes d'argent de sa nouvelle vie en Californie. Ma mère tente toujours des manipulations subtiles lors de nos interactions limitées. Mon père, châtié par sa frayeur pour sa santé, montre des lueurs de compréhension, mais retombe fréquemment dans ses vieux schémas. Pourtant, j'ai découvert que la famille peut être définie par des actions plutôt que par le sang. Elle peut inclure des amis qui respectent vos limites, des collègues qui apprécient vos contributions, un thérapeute qui guide votre croissance, des membres du groupe qui partagent vos luttes, et même un chat de sauvetage qui vous accueille avec une affection inconditionnelle. J'ai appris que dire non n'est pas égoïste. C'est parfois le choix le plus respectueux de soi disponible. Que la culpabilité est souvent un signe que vous changez des schémas malsains, pas une indication que vous faites quelque chose de mal. Que le soutien financier sans responsabilisation n'aide pas réellement quelqu'un, il permet à son dysfonctionnement de continuer. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'est pas mesurée par mon utilité pour les autres ou ma volonté de me sacrifier. Elle existe intrinsèquement, ne nécessitant aucune justification ou performance. Le voyage n'a pas été facile, et il n'est pas terminé. Il y a encore des jours où je remets en question mes décisions, des moments où la famille me manque, les relations que j'aurais aimé avoir plutôt que les relations d'exploitation que j'ai réellement vécues. Mais à chaque limite que je maintiens, à chaque relation saine que je nourris, à chaque acte de soin personnel que je pratique, le chemin devient plus clair. Si vous regardez ça et que vous reconnaissez vos propres schémas familiaux dans mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Fixer des limites ne signifie pas que vous n'aimez pas votre famille. Cela signifie que vous vous aimez suffisamment pour exiger respect et honnêteté. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec vos proches? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se protéger, même de sa famille. Merci d'avoir écouté mon voyage. Et rappelez-vous, le véritable amour vous élève. Il ne vous épuise pas.